Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez Naufragé d'Emily Blaker. Lillian Linden est une menteuse. Tout le monde pense qu'elle est une survivante très courageuse d'un crash d'avion. Mais depuis que Dave Hall et elle-même ont été secourus, après 2 ans d'absence, Lillian ment à sa famille, à ses amis et aux journalistes. Que s'est-il réellement passé? Une journaliste ne croit pas leur récit et va tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité. Le roman Naufragé est un vrai suspense psychologique mené dans un cadre fascinant, celui d'une île déserte où l'homme peut véritablement devenir un loup pour l'homme. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de ma chroniqueuse Suzanne Dion. Bonjour Suzanne, vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Très, très bien. Et on va commencer aujourd'hui avec un premier ouvrage, L'absent de Nathalie Babin-Gagnon, publié chez les éditions XYZ. Ça raconte quoi, cet ouvrage-là? Alors, c'est un ouvrage intéressant qui nous amène en Afrique. Alors, il s'agit d'une Québécoise qui travaille d'abord à New York, qui est une battante, une femme très brillante qui réussit dans le domaine de la finance, et de son frère, qui, lui, a mis plus de temps dans la vie à trouver sa place, et il l'a trouvé en Afrique. Alors, c'est un ingénieur, lui, et puis sa sœur a pris soin de lui assez souvent dans sa jeunesse, et là, ils s'écrivent, ils sont assez loin l'un de l'autre, ils se sont visités, mais quand même, ils se voient pas très souvent, et lui cache une partie de sa vie à sa sœur. Alors, elle ne le sait pas, évidemment. Elle n'a plus de ses nouvelles, donc elle téléphone. Son employeur est plutôt évasif. Elle sait pas trop où il est rendu, alors elle se rend en Afrique pour voir ce qu'il en est, ce qui lui arrive. Alors, ça nous donne l'occasion, dans le roman, de voyager avec elle. Elle a de très belles descriptions de l'Afrique. On se sent vraiment là avec elle. Et là, il lui arrive plein de péripéties que je raconterai pas pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur. Et quand même, ça nous amène dans des situations assez dramatiques. Et à un moment donné, j'ai trouvé que elle était peut-être un peu naïve et c'était un petit peu incohérent parce que c'est une personne très intelligente, très organisée et tout ça. Alors là, je me suis demandé comment il se faisait que ce personnage prenait autant de risques. Mais c'est quand même très intéressant et on a toujours le point de vue de cette femme, de cette jeune femme. Et à un moment donné, elle découvre le journal de son frère. Alors là, on a le point de vue du frère sur des événements semblables. Alors ça, c'est une partie que j'ai trouvée intéressante, le récit du frère. Mais je pense que l'ensemble, c'est un roman qui va plaire à beaucoup de monde. C'est bien écrit, une écriture alerte, agréable, et qui, malgré là cette invraisemblance là, qui m'a un petit peu donné une réticence, c'est un très beau roman. Alors, rappelle le titre, L'absent de Nathalie Babin-Gagnon. Oui, qui est une journaliste de Radio-Canada. Ah, d'accord. Le deuxième ouvrage, c'est Dans la nuit de Daesh de Sophie Kaziki. Alors là, je me suis rendu compte en lisant ce deuxième roman que peut-être mes réticences pour le premier auraient dû être moins grandes parce que ici, vraiment, cette femme, elle en prend des risques un peu trop grands. C'est une jeune femme dans la trentaine qui est d'origine camerounaise, qui vit dans la banlieue parisienne, qui est mariée avec un Français, qui a un jeune enfant, et qui a été dans sa vie un petit peu, elle avait tendance à la dépression. Et là, elle est dans une période un peu dépressive où elle considère que son mariage s'étiole, elle considère aussi que son travail ne sert pas à grand-chose. Alors, elle a une sensation de vide qu'elle veut combler et c'est comme ça que des gens reliés à Daesh, disons, exploitent cette fissure-là, exploitent cette fragilité. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a été embrigadé là, dans une mosquée, mais elle a été amenée par des jeunes qu'elle connaissait, puis elle connaissait aussi leur famille, à s'en aller jusqu'à Raqqa, la capitale de l'État islamique, où elle a été
plus ou moins prisonnière. On l'a convaincue d'aller là en disant qu'elle allait pouvoir rendre service dans un hôpital, mais elle se rend compte assez rapidement que elle n'en sortira pas vivante. Et d'ailleurs, c'est assez... elle a été très chanceuse de pouvoir s'en sortir. Elle a mis aussi la vie de son fils en danger et la vie de tous les gens qui l'ont aidé à sortir de là. Alors, elle a fini par s'en sortir avec l'aide de son mari aussi à Paris. Et elle a écrit ce livre pour convaincre des gens de ne pas faire la même erreur qu'elle, parce qu'elle avait été vraiment naïve, là, à la puissance 1000. Mais c'est quand même courageux de sa part d'avoir écrit un ouvrage là-dessus, parce que les gens de l'État islamique peuvent peut-être la poursuivre et tenter de la tuer pour qu'elle arrête de faire... Oui, exactement. Et puis peut-être aussi que les gens qui l'ont aidée sont pointés du doigt par des gens de l'État islamique. Et je ne sais pas comment elle a organisé ça. Peut-être qu'elle a changé certains faits pour ne pas être trop reconnue. Mais effectivement, c'est courageux. C'est quelqu'un qui manque pas disons, d'audace. Mais là, elle en a eu un peu trop. Elle a vraiment échappé belle. Mais le livre se lit très bien. L'écriture est efficace, simple, et c'est une histoire vraie. Là, dans ce cas-ci, ce n'est pas un roman, mais c'est très, très intéressant à lire. Dans la nuit de Daesh de Sophie Kaziki. Voilà, c'est ça. Ça nous donne des bonnes informations aussi sur ce qui se passe à Raqqa. On se doute que c'est l'enfer, mais on ne sait pas exactement comment l'enfer est organisé. Là, on a quelques informations là-dessus. Et le troisième, Mourir par curiosité de Christiane Duchesne, publié chez Boréal. Alors ça, c'est un très beau livre. C'est une histoire dans laquelle s'insèrent beaucoup de petites histoires. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est frappé par un véhicule tout-terrain alors que lui, il filait sur son skateboard. Ça se passe dans la baie des Chaleurs et il est dans le coma. Il a un accident très grave. Alors, il est transporté à Québec. Ses parents le suivent. Il a une tante qui vit pas loin de l'hôpital et il reste dans le coma très longtemps. Et puis là, il entend autour de lui les gens qui disent « Mais est-ce qu'il va marcher un jour? Est-ce qu'on doit le débrancher? Est-ce qu'il va sortir du coma? » Alors, il entend les gens discuter de tout ça autour de son lit d'hôpital, mais il ne peut pas communiquer. Il essaie de communiquer, il n'y arrive pas. Et puis, c'était un beau jeune homme là qui s'en allait dans les semaines d'après faire un stage de danse à New York, qui avait la vie devant lui. Et sa tante, qui l'aime beaucoup, elle est certaine qu'il entend ce qu'on lui dit. Alors, elle lui raconte toutes sortes d'histoires, toutes plus incroyables les unes que les autres, sur ses ancêtres. Ce sont normalement là, des histoires vraies pour lui, mais qui sont assez, disons... rocambolesques. Oui, rocambolesques. Voilà. Alors... et c'est souvent des histoires assez tragiques. Alors moi, en lisant ça, je me disais, pauvre lui, il est déjà mal pris. Est-ce que il va trouver que ces histoires sont trop tragiques? Mais non, ça le garde en vie. Lui-même se raconte aussi certaines choses pour passer le temps. Alors on est souvent dans sa tête à lui. Et c'est bien, c'est une très, très belle écriture, là. Ça, c'est vraiment une personne qui écrit très bien. Et c'est un style qui est enlevant aussi, très vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est presque un manifeste sur le pouvoir des récits, sur le pouvoir des histoires. Alors, j'ai bien apprécié ce roman-là. C'est Mourir par curiosité de Christiane Duchesne. Et le dernier que vous vouliez nous présenter, c'est Les Hautes Montagnes du Portugal de Yann Martel. Oui, dont on entend parler souvent parce qu'il a évidemment, depuis l'histoire de Pi, tout un aura. Alors, c'est un récit qui n'est absolument pas réaliste. Il faut vraiment accepter la proposition d'entrer dans quelque chose d'assez loufoque même, des situations invraisemblables avec des symboles très forts. Alors, il y a là-dedans 3 récits. Il y en a un qui se déroule en 1904 à partir d'un texte du XVIIe siècle.
Ensuite, il y a un autre récit qui se déroule en 1939, puis un autre en 1981. Alors, ça s'échelonne sur 80 ans. Et les 3 récits convergent vers un petit village du nord du Portugal. Il y a aussi un chimpanzé dans chaque récit, alors c'est assez particulier. Alors, les 3 récits parlent d'une quête. La mort est très présente, la perte est très présente, l'amour aussi. C'est une écriture très habile parce que si ce genre de récit-là, si l'écriture n'était pas aussi habile, je pense qu'on se désintéresserait assez vite. Mais il a le talent qu'on lui connaît et c'est évidemment une belle lecture aussi. Alors, c'est les Hautes montagnes du Portugal de Yann Martel. Et là, Suzanne, moi, je voulais vous présenter des ouvrages. Alors, je vais vous présenter le dernier Guillaume Musso. Alors, c'est La fille de Brooklyn. Et depuis quelques années, Guillaume Musso nous présente des trailers. Alors, c'est plus les petites histoires d'amour, de romance comme il nous présentait il y a de cela quelques années. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment hyper rythmé, comme un film de suspense. Et on retrouve Raphaël et Anna qui se sont rencontrés il y a quelques mois à peine. Ils sont tombés complètement amoureux l'un de l'autre et là, vont se marier. Et juste avant de se marier, Anna va justement révéler un terrible secret à Raphaël en lui montrant une photo de 3 corps calcinés en disant que c'est elle qui est responsable de ça. Et là, Raphaël va réagir assez fortement et va s'enfuir en auto. Et en y réfléchissant dans sa voiture quelques minutes plus tard, va vouloir rentrer où Anna était. Et finalement, Anna va avoir disparu. Et il va partir à la recherche d'Anna et tenter de retrouver ce qui s'est réellement passé, pourquoi ces 3 corps calcinés. Et finalement, il va découvrir beaucoup de choses sur Anna, sur son passé, qui n'est pas toujours très, très clair. On se demande même quelques petites identités différentes dans le cas de Anna. Et Raphaël va se faire aider de Marc, un ancien policier qui est à la retraite. Et ils vont tenter de retrouver Anna, tenter de retrouver son histoire. Et chacun de leur côté vont faire leur enquête. Ça se passe en grande partie du côté de Paris, mais également du côté de Harlem, à New York, là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce nouvel ouvrage de Guillaume Musso. Alors, c'est La fille de Brooklyn. Il y a maintenant les petites têtes, tranches de pain quotidien d'un papa presque... un papa normal ou presque. C'est de Manuel Gaz. Alors, les petites têtes, c'est les tranches de vie de ces 4 garçons. Alors, des moments du quotidien de Lévi, Eliane, Marik et Philibert. Alors, on retrouve plus de 200 petites histoires du quotidien de la vie, justement, de l'auteur Manuel Gaz. Alors, je t'en lis un extrait. Alors, je coupe les cheveux d'Eliane. Il reste patiemment assis sur le tabouret devant moi sans bouger. Papa, quand tu me coupes les cheveux, ça me fait même pas mal. Je sens rien du tout. J'espère, mon amour, c'est normal, sinon je te dis que ça ferait mal en colline, hein? En fait, c'est parce que tes cheveux sont pas vraiment vivants. Ouais, c'est pas comme les arbres, hein? C'est ça, t'as compris. Les arbres, ils sont vivants parce que c'est des êtres humains. Alors, c'est plein de petites histoires comme ça, amusantes à lire. Alors, ça s'appelle Les petites têtes de Manuel Gaz. Et je termine avec un album pour enfants avec des illustrations qui sont vraiment magnifiques. C'est La nuit de Gabriel, de Gilles Thibault et de Gabriel Grimard. Alors, c'est l'histoire de Gabriel qui, avant de dormir, va choisir son ourson et sa poupée de chiffon pour faire dodo. Et là, elle va se rendre compte que ses autres jouets la fixent en voulant dire « Nous aussi, on a peur dans la nuit, on aimerait ça dormir avec toi dans ton lit. » Alors, finalement, Gabriel va réaliser, va permettre à tout le monde de venir dormir dans son lit, mais va réaliser qu'elle a oublié sa princesse qui s'appelle Lulu dans la cour extérieure. Alors finalement, elle va partir en sortant par la fenêtre chercher sa fameuse Lulu à l'extérieur et là, elle va croiser une panoplie d'animaux qui vont vouloir eux aussi venir dormir avec elle parce qu'ils ont peur eux aussi de la nuit. Alors lorsqu'elle va se réveiller le lendemain matin, son lit va être rempli d'animaux, rempli de jouets et finalement, ils vont tous avoir disparu. Alors elle va tenter, elle va dire à ses parents, inquiétez-vous pas, je sais où ils sont. Puis elle va partir à leur recherche, puis elle va leur permettre d'avoir un beau petit ourson pour les garder en sécurité pour la nuit. Oh. C'est vraiment très, très mignon. Les illustrations sont fabuleuses. C'est La nuit de Gabriel de Gilles Thibault et de Gabriel Grimard. Merci, Suzanne, pour ces belles suggestions. Ça me fait plaisir. On s'arrête dans quelques instants, déjà à la conclusion de l'émission.